Comme nous étions un petit comité, qu'il faisait bon s'écouter penser et que l'atmosphère de ce coin de club était chaude, sympathique et agréable, je n'hésitais pas à improviser ma conférence. La voici. Ce que je pense de la destinée des livres, mes chers amis. La question est intéressante et me passionne d'autant plus que je ne me l'étais jamais posée jusqu'à cette heure précise de notre réunion. Si par livre vous entendez nos innombrables cahiers de papier imprimés, ployés, cousus, brochés sous une couverture annonçant le titre de l'ouvrage, je vous avouerai franchement que je ne crois point et que les progrès de l'électricité et de la mécanique moderne m'interdisent de croire que l'invention de Gutenberg ne puisse pas tomber plus ou moins prochainement en désuétude, comme interprète de nos productions intellectuelles. Ce fut un tollé d'interruptions et d'interpellations parmi mes amis et auditeurs. Des « oh » étonnés, des « ah » ironiques, des « hé hé » remplis de doutes et, se croisant, de furieuses dénégations. « Mais c'est impossible, qu'entendez-vous par là ?» J'eus quelque peine à reprendre la parole pour m'expliquer plus à loisir. Laissez-moi vous dire, très impétueux auditeurs, que les idées que je vais vous exposer sont d'autant moins affirmatives qu'elles ne sont aucunement mûries par la réflexion, et que je vous les sers telles qu'elles m'arrivent, avec une apparence de paradoxe. Mais il n'y a guère que les paradoxes qui contiennent des vérités, et les plus folles prophéties des philosophes du XVIIIe siècle se sont aujourd'hui déjà en partie réalisées. Je me base sur cette constatation indéniable que l'homme de loisir repousse chaque jour davantage la fatigue, et qu'il recherche avidement ce qu'il appelle le confortable, c'est-à-dire toutes les occasions de ménager autant que possible la dépense et le jeu de ses organes. Vous admettez avec moi que la lecture telle que nous la pratiquons aujourd'hui amène vivement une grande lassitude. Car non seulement elle exige de notre cerveau une attention soutenue qui consomme une forte partie de nos phosphates cérébraux, mais encore elle ploie notre corps en diverses attitudes lassantes. Elle nous force, si nous lisons un de vos grands journaux format du Times, à déployer une certaine habileté dans l'art de retourner et de plier les feuilles. Elle surmène nos muscles tenseurs si nous tenons le papier largement ouvert. Enfin, si c'est au livre que nous nous adressons, la nécessité de couper les feuillets, de les chasser tour à tour l'un sur l'autre, produit par de menus heurts successifs un énervement très troublant à la longue. Or, l'art de se pénétrer de l'esprit, de la gaieté et des idées d'autrui demanderait plus de passivité. C'est ainsi que dans la conversation, notre cerveau conserve plus d'élasticité, plus de netteté de perception, plus de béatitude de repos que dans la lecture. Car les paroles qui nous sont transmises par le tube auditif nous donnent une vibrance spéciale des cellules qui, par un effet constaté par tous les physiologistes actuels et passés, excitent nos propres pensées. Je crois donc au succès de tout ce qui flattera et entretiendra la paresse et l'égoïsme de l'homme. L'ascenseur a tué les ascensions dans les maisons. Le phonographe détruira probablement l'industrie. Nos yeux sont faits pour voir et refléter les beautés de la nature, et non pas pour s'user à la lecture des textes. Il y a trop longtemps qu'on en abuse, et il n'est pas besoin d'être un savant ophtalmologiste pour connaître la série des maladies qui accablent notre vision et nous astreignent à emprunter les artifices de la science optique. Nos oreilles, au contraire, sont moins souvent mises à contribution. Elles s'ouvrent à tous les bruits de la vie, mais nos tympans demeurent moins irrités. Nous ne donnons pas une excessive hospitalité dans ces gouffres ouverts sur les sphères de notre intelligence. Et il me plaît d'imaginer qu'on découvrira bientôt la nécessité de décharger nos yeux pour charger davantage nos oreilles. Ce sera une équitable compensation apportée dans notre économie physique générale. Très bien, soulignent mes camarades attentifs. Mais la mise en pratique, cher ami, nous vous attendons là. Comment supposez-vous qu'on puisse arriver à construire des phonographes à la fois assez portatifs, légers et résistants pour enregistrer sans se détraquer de longs romans qui, actuellement, comptent 400-500 pages? Sur quel cylindre de cire durcie clicherez-vous ces articles et nouvelles du journalisme? Enfin, à l'aide de quelle pile actionnerez-vous les moteurs électriques de ces futurs phonographes? Tout cela est à expliquer et ne nous paraît pas d'une réalisation aisée. Tout cela, cependant, se fera, repris-je. Il y aura des cylindres inscripteurs légers comme des porte-plumes en celluloïd, qui contiendront 5 ou 600 mots et qui fonctionneront sur des axes très ténus qui tiendront dans la poche. Toutes les vibrations de la voix y seront reproduites. On obtiendra la perfection des appareils comme on obtient la précision des montres les plus petites et les plus petits bijoux. Quant à l'électricité, on la trouvera souvent sur l'individu même, et chacun actionnera avec facilité par son propre courant fluidique, ingénieusement capté et canalisé, les appareils de poche, de tour de cou ou de bandoulière qui tiendront dans un simple tube semblable à un étui de lorgnette. Pour le livre, ou disons mieux, car alors les livres auront vécu, pour le novel ou le storiographe, l'auteur deviendra son propre éditeur.
afin d'éviter les imitations ou contrefaçons. Il devra préalablement se rendre au Patent Office pour y déposer sa voix et en signer les notes basses et hautes, en donnant des contre-auditions nécessaires pour assurer les doubles de sa consignation. Aussitôt cette mise en règle avec la loi, l'auteur parlera son œuvre et la clichera sur des rouleaux enregistreurs et mettra en vente lui-même ses cylindres patentés, qui seront livrés sous enveloppe à la consommation des auditeurs. On ne nommera plus en ce temps assez proche les hommes de lettres des écrivains, mais plutôt des narrateurs. Le goût du style et des phrases pompeusement parées se perdra peu à peu, mais l'art de la diction prendra des proportions invraisemblables. Il y aura des narrateurs très recherchés pour l'adresse, la sympathie communicative, la chaleur vibrante, la parfaite correction et la ponctuation de leur voix. Les dames ne liront plus parlant d'un auteur à succès. « Oh, j'aime tant sa façon d'écrire !» Elles soupireront toutes frémissantes. « Oh, ce diseur a une voix qui pénètre, qui charme, qui émeut. Ses notes graves sont adorables, ses cris d'amour déchirants. Il vous laisse toutes brisées d'émotion après l'audition de son œuvre. C'est un ravisseur d'oreilles incomparable. » L'ami James Whitmore m'interrompit. « Et les bibliothèques? Qu'en ferez-vous, mon cher ami des bibliothèques ?» Les bibliothèques deviendront les phonographothèques, ou bien les clichéothèques. Elles contiendront sur des étages de petits casiers successifs les cylindres bien étiquetés des œuvres des génies de l'humanité. Les éditions recherchées seront celles qui auront été autophonographiées par les artistes en vogue. On se disputera par exemple le Molière de Coquelin, le Shakespeare d'Irving, le Dante de Salvini, le Dumas fils d'Eleonordus, le Hugo de Sarah Bernhardt, le Balzac de Mounet-Sully, tandis que Goethe, Milton, Byron, Dickens, Emerson, Tennyson, Musset et autres auront été vibrés sur cylindre par des diseurs de choix.